Le Cameroun découvre sur son sol au début de la décennie 1970 de nombreux gisements de pétrole. La population s'attend logiquement à récolter les fruits de l'or noir, objet de toutes les convoitises. Mais il n'en est rien. Un espoir déçu qui va sérieusement secouer le régime Ahidjo. Le président de la République est accusé par ses opposants et certaines puissances étrangères de détourner les recettes pétrolières à des fins personnelles. Le rêve tourne au cauchemar. La presse internationale accuse le président Amadou Ahidjo de remplir ses comptes en Suisse avec l'argent du pétrole camerounais. Blessé, il décide de s'expliquer dans une conférence de presse restée mémorable. Depuis quelques années, effectivement, le Cameroun produit du pétrole. Et c'est la réalité que ces quantités sont modestes. Et les découvertes faites jusqu'ici ont révélé l'existence de petits gisements de pétrole. Je suis étonné de cette foule de questions que les gens posent ou se posent sur le pétrole du Cameroun. Le pétrole du Cameroun est exploité par des sociétés mixtes dont la majorité des actions est détenue par des sociétés étrangères. À peu près 50% reviennent à l'État du Cameroun. Nous avons créé une société nationale des hydrocarbures qui commercialise cette part qui revient au Cameroun. Nous avons décidé de mettre dans le budget qui est discuté à l'Assemblée une part des revenus que nous tirons du pétrole. Et compte tenu du fait que ces revenus sont en quelque sorte aléatoires, nous avons décidé qu'une partie, et ceci conformément à la loi des finances qui est votée chaque année par l'Assemblée, qu'une partie de ces revenus, s'ils sont plus importants que ce qui est prévu au budget, serait versée dans un compte hors budget avec des revenus que nous pouvons tirer d'ailleurs d'autres sociétés d'État qui existent. Philippe Gaillard, journaliste et auteur d'une des principales biographies du président Amadou Ahidjo. Samuel Eboua a été l'homme qui gérait un petit peu les affaires du pétrole pour le compte d'Ahidjo. Et il m'avait expliqué qu'il s'agissait pour Ahidjo, d'éviter que le pétrole, si on peut dire, monte à la tête des Camerounais. Samuel Eboua, le secrétaire général de la présidence de la République, était en effet le principal collaborateur du président Amadou Ahidjo dans ce dossier pétrole. Il y avait une transparence totale. Les revenus de pétrole étaient versés dans un budget spécial, mais ce budget spécial était destiné à la réalisation des grands travaux. Et ce budget spécial était autorisé par l'Assemblée nationale. Je sais tout simplement que les revenus pétroliers ont réalisé pas mal de choses dans ce pays, que ce soit l'axe Douala-Yaoundé, que ce soit la TRTV, c'est-à-dire la télévision camerounaise, que ce soit la construction de certains immeubles, que ce soit n'est-ce pas, l'appoint apporté à la société nationale. Malgré cette campagne qui écorne sérieusement son image, le président Ahidjo, qui tient toujours fermement la barre du navire Cameroun, ne change pas de cap. À la fin des années 70, si le pays va plutôt bien, si le niveau de vie est acceptable, sur le plan politique, c'est encore une dictature avec un parti unique, l'Union nationale camerounaise, l'UNC. Et il en est le chef tout-puissant, avec à son service une police omniprésente sur laquelle règne un certain Jean Fauchuvet. La démocratie n'est en tout cas pas à l'ordre du jour. À mon avis, il n'y a pas de modèle universel de démocratie ni de modèle universel d'organisation politique. Le parti unifié tel qu'il fonctionne au Cameroun est la meilleure organisation. En tout cas, à ce moment-là, le président Amadou Ahidjo a réussi à obtenir l'unité du pays et son rayonnement en Afrique centrale. Mais il a surtout obtenu d'être craint par tous. Et les tensions tribales se sont quelque peu apaisées devant la machine policière répressive. Il est le maître redouté et incontesté du pays. Le gouverneur San Marco, qu'il a bien connu et qui était l'un de ses principaux défenseurs, explique les raisons de la dureté du régime d'Ahidjo. C'était un homme habile sans faiblesse, et je dirais en même temps sans haine, parce que ce qui l'animait, ce n'était pas des sentiments personnels, il était dévoré par la passion de l'unité du Cameroun.
avant l'exécution de Wangé Ndongmo, j'ai eu des conversations avec lui. Je lui ai demandé qu'est-ce qui l'animait comme ça. Il m'a dit, l'évêque Ndongmo, je le méprise. Il sera gracié. Wangé, je le respecte. Il sera fusillé. Ça me donnait froid dans le dos d'entendre des choses comme ça, mais ça ne pouvait pas m'empêcher. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Richelieu envoyant le marquis de Montmorency à l'échafaud ou De Gaulle, Brasillac au peloton d'exécution. Parce que c'était des hommes qui n'ont pas fait ça. C'était pas un homme méchant, c'était un homme sans haine, mais il estimait que c'était l'intérêt du Cameroun, l'intérêt de l'unité du Cameroun. Même si la colère gronde, personne n'ose trop parler, surtout que la sécurité règne partout. Et ceux qui sont soupçonnés de la menacer sont très vite rattrapés et enfermés, souvent sans procès, dans les sinistres geôles de Tcholiré et de Yoko. Martin Bitcheki fait partie de ceux qui ont passé quelques années dans ce célèbre pensionnat de Tcholiré, situé dans la partie nord du Cameroun. Il est l'auteur d'un livre consacré à cette prison intitulé « La colline aux oiseaux ». Il était condamné en 1976 aux travaux forcés à perpétuité. J'étais en mission en tant que directeur général de l'Office national des ports d'ailleurs. Et au retour de la mission, on m'a arrêté et on m'a conduit dans les services de la police politique qu'on appelait à l'époque la BMM. Voilà, je suis parti pour un long séjour de prison en prison, la BMM de Douala, la BMM de Yaoundé, et puis définitivement à Tcholéré. Voilà comment j'ai été arrêté. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de tribunaux, donc vous êtes arrêté, interrogé, interné. À aucun moment vous ne voyez ni un juge ni un magistrat et encore moins un avocat. Et vous ne savez même pas ce qu'on vous reproche avec exactitude puisqu'on ne vous fait même pas de rien du tout. Et ensuite les conditions sont assez pitoyables et très très dures. Comme je le décris dans mon roman, ça c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Au moins ça c'est la réalité. Et les gens sont maltraités à longueur des journées et très peu s'en sortent. On peut mourir, on peut devenir fou. Vraiment, c'est des conditions vraiment dures. Et un beau jour, on vous libère sans aucune explication, exactement comme les otages qu'on libère en Irak. Pour ma part, personnellement, j'étais peut-être particulièrement résistant puisque 20 ans après, je suis encore vivant et je ne suis pas mort. Mais beaucoup sont morts des suites de leur séjour dans cette prison-là. Voilà ce que je peux dire. Et beaucoup sont devenus d'ailleurs zinzin, c'est-à-dire un peu fous à la suite de cela. Pierre Loulouga, lui aussi, fait partie de ceux qui ont été arrêtés dans les années 70. Il purgeait sa peine dans la prison de Yoko, au centre du Cameroun. À l'époque, c'est-à-dire en 1976, j'étais steward à la Cameroun Airlines. On m'embarque dans le car, direction BMM Douala, en Bopi. On me présente devant le commissaire, à l'époque, c'était un commissaire Mbouamboua. Je suis pris en charge par des enquêteurs qui me demandent... C'est vous qui avez apporté les tracts qui insultaient le président? J'ai dit non, je ne sais pas. Non, mais c'est vous qui avez apporté les tracts? J'ai dit non, je n'ai pas apporté les tracts. Mais c'est vous qui avez apporté un pli à M. Terry. Ah, j'ai dit d'accord, si c'est le pli, j'ai apporté un pli, mais je ne sais pas ce qu'il y avait dans le pli. On me dit, si vous ne savez pas, on va vous rafraîchir la mémoire. On vous amène à rafraîchir la mémoire, c'est on vous amène à la chapelle pour la torture. Et dans la nuit du 31 décembre 1976 au 1er janvier 1977, on a d'abord embarqué. On est d'abord venu chercher une première partie. On ne sait pas où on les a menés. C'est après qu'on a su qu'on les a menés à Tcholiré. Et nous, on nous a mis dans la voiture sans qu'on sache dans quelle direction on allait. Donc, c'est lorsqu'on a traversé le bac au niveau de Tui ou quoi, au niveau de la Sanaga, que certaines bouches ont commencé à dire que non, certainement qu'on va à Yoko. Donc on est arrivé à Yoko autour de midi. C'était l'endroit où je ne connaissais. C'était la première fois que je mettais pied à Yoko. Parce que Yoko, il y avait plusieurs quartiers. Il y avait le quartier hommes de droit commun, quartier femmes de droit commun. Et nous, on nous a alloué un quartier juste pour nous et un autre quartier parce que parmi nous, je crois qu'il y avait 5 ou 6 femmes. On leur a aussi donné un quartier pour elles.